Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche après-midi et je suis sur le point de faire les dernières finitions de ma broderie que j'ai terminée il y a de ça quelques semaines déjà. Alors vous avez pu voir dans le vlog de la semaine dernière que j'ai commencé par la laver pour enlever toutes les traces de crayon bleu. C'est un crayon lavable que j'utilise pour faire les dessins de la broderie. Et puis je l'ai aussi étendue. Aujourd'hui elle est sèche, donc ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par la repasser. Et là je vais la remettre dans son support en bois qui est juste ici. Et puis je vais rabattre les angles et les coudre ensemble pour que plus rien ne dépasse et elle sera enfin terminée. Il ne me restera plus qu'à trouver un endroit où l'accrocher et j'ai déjà ma petite idée. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'utilise les patrons de broderie d'une créatrice qui s'appelle Marion Romain et je vais vous laisser son Instagram et son site Etsy dans la barre de description si jamais vous voulez aller voir son travail. Je suis sur le point de préparer le dîner et c'est suffisamment rare que ce soit moi qui le fasse ces dernières semaines pour que ça mérite d'être enregistré sur caméra. Je vais préparer des samosas au brie et à la confiture de cerise parce qu'on a du brie qui est en train de se perdre. En réalité, le brie n'était pas réellement en train de se perdre, c'est juste qu'on commençait à le trouver un peu fort pour simplement le manger avec du pain. Donc j'ai décidé de le cuisiner en faisant des samosas. J'ai pris des feuilles de briques sur lesquelles j'ai étalé de la confiture de cerise, puis j'ai rajouté quelques morceaux de brie et des noix, et j'ai plié les samosas en forme de triangle. Une fois qu'ils ont été posés sur la plaque de cuisson, je les ai badigeonnés avec du beurre pour les faire dorer au four. Une fois qu'ils étaient prêts, ils étaient croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur, et c'était vraiment super bon, on s'est régalé. Mardi, je me suis occupée des calatheas qui sont posés sur mon bureau. J'ai remis de l'eau dans les soucoupes et puis j'ai arrosé aussi le calathea orbifolia qui commençait à être un petit peu sec. Je me suis aussi rendu compte que ma maranta avait quelques feuilles qui étaient en train de s'abîmer, donc je les ai coupées. Je pense que c'est lié au fait qu'elle était posée juste derrière la fenêtre, donc je l'ai éloignée un peu du rebord de la fenêtre et ça devrait régler le problème. J'ai aussi pris quelques minutes pour réarranger les plantes sur le meuble télé, donc j'ai décalé le zamioculcas et j'ai pris le vase de fleurs séchées pour le poser sur la bibliothèque. Et puis j'ai positionné le philodendron astatum et le philodendron birkin sous la lampe de croissance. J'ai un petit peu hésité avec la position du phytonia, mais j'ai fini par le poser à côté du zamioculcas. Pour le philodendron astatum, j'ai utilisé un des cache-pots que j'ai acheté la semaine dernière. Normalement, ce cache-pot ira dans la chambre dans un macramé, mais comme le macramé n'est pas encore fait, je l'utilise en ce moment comme solution provisoire. Coucou! Nous sommes mercredi après-midi et je suis sur le point de préparer le goûter. Cette semaine, j'avais très envie de faire un gâteau aux pommes. Donc dimanche, quand on a été sur le marché, on a acheté des pommes et je suis sur le point de préparer un 5-4-3-2-1. C'est le gâteau le plus simple du monde. Il suffit simplement d'avoir une cuillère à soupe et de se rappeler de l'ordre des ingrédients. Donc c'est farine, sucre, lait, huile, œuf.
Et ensuite c'est 5 mesures, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1 de chaque ingrédient dans l'ordre. On mélange le tout, on met une pincée de levure, éventuellement une pincée de sel. On peut aussi rajouter des épices si on a envie, comme de la cannelle, de la vanille, de la fleur d'oranger ou ce genre de choses. Et évidemment des pommes. Et alors là, pour les pommes, on en met autant que ce qu'on a envie. Et puis ensuite, on enfourne le tout à 180 degrés. Le seul souci, c'est que je ne me rappelle plus de combien de temps le gâteau doit cuire. Il me semble que c'est 45 minutes, mais je ne suis pas certaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre 30 minutes d'abord. Et au bout de 30 minutes, je vérifierai s'il est cuit ou non. Et si jamais il n'est pas suffisamment cuit, je le remettrai un petit peu au four. Et normalement, ça devrait super bien fonctionner. Comme je le disais, c'est vraiment la recette la plus simple du monde et en plus, elle est ultra bonne. Le gâteau est super moelleux. Et si on a vraiment envie de faire un truc ultra gourmand, on peut même rajouter à un moment dans la cuisson un mélange avec du beurre et du sucre pour faire une petite croûte qui va caraméliser sur le gâteau. Et c'est juste incroyable. Je vais pas faire ça aujourd'hui parce que je me dis quand même il faut pas abuser des bonnes choses. Là j'ai quand même pas mal cuisiné ces derniers temps avec beaucoup de recettes, donc je vais rester, disons, soft, mais je n'ai aucun doute que le gâteau sera quand même délicieux. Après avoir fait une première dose du gâteau, je me suis rendu compte que pour la quantité de pommes que je voulais mettre, ça n'allait pas être suffisant, donc j'ai fini par doubler les quantités, ce qui fait que j'ai fait finalement un 10, 8, 6, 4, 2. Et en termes de cuisson, il a bien fallu au moins 45 minutes pour que le gâteau soit cuit. Coucou! Je vais profiter du fait qu'il fasse un temps plutôt correct cet après-midi pour rempoter les pieds de tomates que j'ai achetés dimanche dernier sur le marché. Alors j'ai regardé la vidéo d'une fleur parmi les fleurs qui a rempoté les siens cette semaine et qui disait qu'elle n'avait pas mis de couche de drainage dans le fond de son pot, qu'elle mettait juste le terreau comme ça et qu'elle choisissait des pots qui sont assez grands pour mettre ses pieds de tomates parce qu'ils grandissent énormément et qu'ils prennent beaucoup de place. Donc j'ai regardé dans le grenier si j'avais un pot supplémentaire pour rempoter le deuxième pied pour lequel le pot est trop petit. Et en fait j'ai rien qui va convenir, ça va être beaucoup trop petit, donc il faudra que je repasse en jardinerie pour acheter un pot supplémentaire. Mais j'ai déjà donc 2 pots qui sont là, donc je pense que je vais rempoter un pied de tomate dans le plus gros pot et les 2 pieds de tomates cerises dans le pot qui est un tout petit peu plus petit. Et puis le dernier pied de tomate attendra jusqu'à plus tard pour que je le fasse. Mais déjà au moins ceux-là ils seront prêts, ils seront faits. Et puis elle parlait aussi du fait qu'il fallait attendre que les saintes glaces soient passées avant de rempoter ses pieds de tomates. Et alors ça m'a fait beaucoup sourire de l'entendre parler de ça parce que chez moi, dans ma famille, on parle beaucoup des saintes glaces à chaque fois qu'on a envie de s'habiller un petit peu plus chaud ou qu'on a envie de... N'importe quoi Anaïs, qu'on a envie de s'habiller un petit peu plus léger pour l'été ou qu'on a envie de planter des choses dans le jardin, ça revient très souvent à c'est pas encore passé les saintes glaces. Et quand j'ai parlé de ça à mon chéri, il m'a dit non mais n'importe quoi, il n'y a que dans ta famille qu'on parle de ça, personne ne connaît ce truc là. Et là si, une fleur parmi les fleurs en a parlé, donc je suis contente de voir que c'est pas qu'un truc de chez moi et que en fait c'est juste plus répandu que ça. Et du coup bah c'est bien, c'est parfait parce que comme c'est passé, je vais pouvoir rempoter mes pieds de tomates sans avoir peur qu'ils gèlent dehors. Donc je vais faire ça maintenant. J'étais sur le point de tout sortir pour me mettre dehors et il vient de commencer à pleuvoir alors que justement le temps se maintenait à peu près, que je me disais chouette, je vais pouvoir faire mes plantations dehors. Et ben non, pas du tout. Donc et ben c'est pas grave, je vais faire ça dans la salle à manger. Ça tombe bien, au moins j'aurai pas à sortir l'énorme sac de terreau dehors, j'aurai juste à le traîner au milieu de la salle à manger. Et puis je sortirai juste les pots quand j'aurai fini. Tant pis. De toute façon, il fallait que je passe l'aspirateur, donc au moins on sera sûr que là ce sera bien nécessaire, que le sol sera bien sale, bien plein de terre avant de passer l'aspirateur, ça servira à quelque chose au moins.
Je sais pas ce que je fais. Dans sa vidéo, une fleur parmi les fleurs disait qu'on pouvait éventuellement enlever les feuilles du bas pour planter le pied un peu plus profond et le tutorer et que en fait il tienne plus droit et qu'il refasse d'autres racines. Et donc je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je rajoute un peu plus de terre parce que est-ce que j'enlève ces trois là? Peut-être que déjà si j'enlève que ces deux là c'est pas mal. Ah mon dieu! On voit bien la débutante en jardinerie là, clairement l'accent du sud c'était gratuit. Je me pose des questions existentielles, messieurs dames. Pour chacun des pieds de tomates, j'ai fini par enlever les feuilles qui étaient les plus basses sur la tige pour pouvoir les enterrer un peu plus profondément. Et bien sûr, j'ai planté au pied de chaque pied un œillet d'Inde pour repousser les nuisibles. Et bien sûr, au moment où j'ai terminé mon rempotage, je me suis aperçue que le soleil était revenu, donc j'ai sorti tout ce petit monde-là dans le jardin et j'ai bien arrosé les pieds de tomates. J'en ai aussi profité pour resurfacer mon érable du Japon qui commençait à manquer un petit peu de terreau. Je vous laisse avec ces images du jardin, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.